C'est le genre d'accueil que Donald Trump apprécie. Tapis rouge, revue des troupes, acclamation. Xi Jinping met son invité à l'honneur, un échange d'amabilité et des discussions sur l'Ukraine, la péninsule coréenne ou encore le Moyen-Orient. Mais le président chinois a une autre priorité. Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan est la plus importante dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Si elle est bien gérée, la stabilité globale des relations bilatérales peut être maintenue. Si elle est mal gérée, les deux pays risquent de s'opposer, voire d'entrer en conflit. Pourtant, depuis des mois, Donald Trump joue l'ambiguïté. Après une première commande militaire accordée à Taipei pour 11 milliards de dollars, le président américain a calmé le jeu à l'approche de son déplacement à Pékin. L'île doit-elle s'inquiéter? Peut-être, quand on connaît l'appétit de Donald Trump pour le business. Donald Trump était à Pékin. Du 13 au 15 mai 2026, il a effectué une visite d'État auprès de Xi Jinping, sa deuxième visite en Chine après 2017 et surtout la première visite d'un président américain dans ce pays depuis près de 9 ans. L'agenda officiel devait traiter du conflit commercial entre les deux puissances, mais la réalité a tout changé. C'est la guerre au Moyen-Orient qui domine désormais tous les échanges. Trump n'est pas venu seul. Il a ramené avec lui une délégation d'État comprenant le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire du Trésor Scott Bessent, le secrétaire à la Défense Peter Hegseth, et ça c'est à noter parce que c'est la première fois qu'un secrétaire à la Défense accompagne un président américain en visite d'État en Chine depuis Nixon. On parle là de 1972. S'ajoute à cela le représentant au commerce Jamieson Greer et plusieurs membres du staff comme Stephen Miller. Mais ce qui a vraiment fait parler, c'est l'autre délégation. On parle de 15 à 20 PDG américains qui ont fait le voyage. Elon Musk de Tesla et SpaceX, Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple, Larry Fink de BlackRock, Stephen Schwarzman de Blackstone, David Solomon de Goldman Sachs, Jen Fraser de Citigroup, Kelly Oblek de Boeing, Brian Sykes de Cargill. Et j'en passe comme ça, il y a plein de gens avec des représentants de Facebook et de Visa, enfin de Meta et de Visa. Elon Musk et le PDG de Nvidia ont voyagé directement à bord d'Air Force One avec Trump. Melania Trump, elle n'a pas fait le déplacement par contre. Mais Eric Trump et sa femme, Lara, étaient présents et en capacité personnelle, donc ils ont pris leur propre vol. Trump a déclaré publiquement vouloir les meilleurs avec lui pour que Xi Jinping ouvre davantage la Chine aux entreprises américaines. Nous avons les plus grands hommes d'affaires, les plus importants, les meilleurs au monde. Nous avons des gens extraordinaires. Et ils sont tous avec moi. Ils sont ici aujourd'hui pour vous rendre hommage ainsi qu'à la Chine. Ils sont favorables au commerce et aux échanges commerciaux. Et de notre côté, tout sera totalement réciproque. C'est une délégation à dominance commerciale et technologique. Ça en dit beaucoup sur ce que Washington cherche à obtenir parce que oui, Washington arrive en position de faiblesse. On en reparle. La visite a d'ailleurs failli ne pas avoir lieu à cette date, initialement prévue en avril. Elle a été reportée à cause de la guerre en Iran, un conflit dans lequel les États-Unis sont directement impliqués. D'ailleurs, c'est même eux qui déclenchent la guerre et où la Chine joue un rôle d'influence via ses liens avec Téhéran. Sur le plan protocolaire, Trump a été reçu par Xi Jinping en grande pompe au Grand Hall du Peuple le 14 mai. Cérémonie d'accueil avec hymnes nationaux, revue de la garde d'honneur de l'armée populaire de libération, enfants avec des drapeaux et j'en passe. À son arrivée le 13 mai, c'est le vice-président Han Zheng qui a accueilli le président américain. Le programme comprenait aussi une visite du Temple du Ciel. Trump devient ainsi le deuxième président américain à s'y rendre, après Gerald Ford en 1975, ainsi qu'un banquet d'État a eu lieu. Les médias chinois ont qualifié la visite d'historique, mais très rapidement, Xi Jinping a mis la base. Xi Jinping a prononcé les mots qui fâchent. Face à Trump, le président chinois a posé ses conditions. Taïwan est la ligne rouge. Mal gérée, cette question peut pousser les deux premières puissances mondiales vers une situation très dangereuse et Xi a utilisé le mot conflit. Ce n'est pas une rhétorique diplomatique habituelle, c'est un avertissement direct, diffusé sur la télévision d'État chinoise, donc assumé, calculé, voulu. Trump voulait parler commerce et Iran. Xi lui a rappelé que sans stabilité sur Taïwan, il n'y a aucune conversation possible. Deux superpuissances nucléaires, une île dont le sort peut semer la discorde.
Petite parenthèse rapide, sur Holacraft, nous avons ajouté une nouvelle formation complète sur Alibaba pour apprendre à importer, c'est-à-dire à faire venir des produits depuis la Chine vers l'Afrique, uniquement avec votre téléphone et de manière sécurisée. La formation est 100% en ligne. Vous pouvez la suivre à votre rythme. Les fournisseurs, les circuits, les choix de produits, on vous dit tout, on vous donne les contacts. Tout devient accessible où que vous soyez. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Gabon et bien d'autres pays. Cette formation est conçue pour les pays d'Afrique francophone. Tout ce que l'on apprend dans cette formation vient du terrain. Nous avons fait venir des dizaines de produits depuis la Chine, avec différentes quantités et qualités. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons fait. Si vous voulez vous lancer dans le commerce en ligne ou avec une boutique, maîtriser votre approvisionnement est indispensable. Il est possible de payer facilement la formation où que vous soyez dans le monde. Paiement mobile, carte bancaire, Google Pay, Apple Pay, aucune barrière. Vous commencez dès maintenant. Sur Holacraft, vous trouverez aussi d'autres formations pratiques. La plateforme est dédiée 100% aux compétences numériques. Animation, montage vidéo, YouTube, vente en ligne, programmation, graphisme, tout est disponible. Et on ajoute régulièrement de nouveaux modules. Allez y jeter un œil. Je laisse le lien en description et en commentaire épinglé. On reprend. Pour comprendre ce qui se joue à Pékin, il faut remonter à la source. Après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union soviétique, les États-Unis se sont positionnés comme le leader incontesté de la politique mondiale. En 1992, un an après la chute de l'URSS, le Pentagone écrivait noir sur blanc, je cite, « Notre premier objectif est d'empêcher qu'un nouveau rival apparaisse sur la scène mondiale. Nous devons dissuader les concurrents potentiels d'aspirer à un rôle plus important au niveau régional ou mondial. » 30 ans plus tard, ce concurrent potentiel a un nom, c'est la Chine. En 2019, lors des discours budgétaires au Congrès américain, le texte est explicite. La concurrence stratégique à long terme avec la Chine est une priorité principale pour les États-Unis. Cette stratégie se déploie sur plusieurs fronts simultanément. Sur le plan technologique, Washington bloque les exportations de puces de pointe et d'autres technologies de haut niveau pour pouvoir entraver, ralentir l'évolution industrielle chinoise. Sur le plan économique, des droits de douane et des contrôles d'investissement ont freiné la croissance chinoise pendant que les États-Unis ont conclu des accords commerciaux avec le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et l'Inde pour pouvoir former un bloc régional autour de la Chine ou surtout contre la Chine. Sur le plan militaire, les États-Unis dépensent par habitant 13 fois plus pour l'armement que la Chine. Trump a annoncé vouloir augmenter ce budget après la moitié de l'année prochaine, donc de 2027. Selon le Morning Star, les États-Unis disposent d'environ 400 bases militaires et installations dans la région Indo-Pacifique à proximité directe de la Chine. Un déploiement de missiles à moyenne portée dans l'océan Pacifique est prévu, ce qui placerait la Chine à portée directe des frappes américaines. Donc, la Chine pourra être frappée directement dans son cœur. La Chine a répondu à cette pression par une stratégie d'interdépendance et d'expansion. En interne, la campagne dite des nouvelles forces productives mise tout sur des industries de pointe, véhicules électriques, batteries, biotechnologie et j'en passe. Avec un investissement annuel de 1600 milliards de dollars, Pékin cherche à briser sa dépendance à la technologie occidentale. À l'international, il y a l'initiative de la ceinture et de la route, la nouvelle route de la soie, qui représente des centaines d'investissements, de prêts, d'accords commerciaux et des dizaines de zones économiques spéciales pour une valeur de 900 milliards de dollars, répartis dans 72 pays regroupant 65% de la population mondiale, soit environ 5 milliards de personnes. C'est dans ce rapport de force structurelle que Trump arrive à Pékin et il n'arrive pas en position de force. Vraiment pas. On entre donc dans le cœur du truc parce que oui, les États-Unis sont venus commander. La politique étrangère chaotique et la guerre contre l'Iran ont sérieusement affaibli les États-Unis. La tentative d'imposer des droits de douane de 145% à la Chine a été abandonnée immédiatement quand Pékin a bloqué l'exportation des terres rares, des métaux dont l'économie américaine dépend et qu'elle ne peut pas remplacer du jour au lendemain. La guerre contre l'Iran devait, dans la logique de Washington, porter un coup à la Chine en mettant sous pression son approvisionnement en pétrole. Ce plan a échoué. Lamentablement, l'instabilité au Moyen-Orient joue en réalité en faveur de Pékin. Pendant que les États-Unis s'enlisent dans le détroit d'Ormuz et sèment l'inquiétude sur les marchés financiers mondiaux, la Chine se présente comme un acteur stable et fiable dans le commerce mondial. La hausse des prix de l'énergie causée par la guerre profite directement aux énergies vertes et les entreprises chinoises détiennent 70% de la production mondiale de technologies vertes. Les exportations chinoises de panneaux solaires et de batteries augmentent fortement. Pékin
Pékin joue aussi le rôle de fournisseur de dernier ressort pour les carburants et les engrais, ce qui renforce son prestige diplomatique dans le sud global. Les tentatives de bloquer l'industrie technologique chinoise ont également produit l'effet inverse. Elles ont forcé la Chine à innover plus rapidement et à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. L'avantage technologique américain se réduit. Les développements chinois en intelligence artificielle talonnent désormais les États-Unis et c'est beaucoup moins cher. Au point que des entreprises américaines comme Nvidia font du lobbying pour les règles d'exportation plus souples par peur de perdre leur part de marché en Chine. À l'intérieur des États-Unis, Trump est dos au mur. Le blocage du détroit d'Ormuz fait grimper les prix du carburant et alimente l'inflation. Les taux de désapprobation atteignent 62% selon le Washington Post. Les perspectives pour les élections de mi-mandat de novembre sont sombres. En déclenchant une guerre des tarifs et une guerre militaire unilatérale contre l'Iran, Trump s'est séparé de ses propres alliés et a ouvert un espace que Xi Jinping utilise pour pouvoir consolider un ordre mondial multilatéral. Sur le plan financier, la guerre accélère l'érosion de l'hégémonie du dollar. De plus en plus de pays utilisent le renminbi chinois pour pouvoir contourner les risques liés au dollar et les sanctions américaines. L'Iran lui-même laisse passer des navires par le détroit d'Ormuz contre des paiements en monnaie chinoise ou alors en crypto-monnaie. En Chine, la conviction est désormais établie que la puissance des États-Unis diminue de manière irréversible. Donald Trump y est vu à la fois comme un symptôme de ce déclin, mais surtout comme un accélérateur de celui-ci, parce que ça ne commence pas avec lui. 3 grands dossiers ont donc été posés sur la table entre Trump et Xi Jinping. La guerre en Iran, les relations économiques et surtout Taïwan. Commençons par la guerre en Iran parce que c'était le sujet le plus urgent pour Washington. Le blocus du détroit d'Ormuz menace directement l'approvisionnement en pétrole qui fait tourner l'industrie chinoise. Mais Pékin avait anticipé. La Chine avait constitué des stocks stratégiques pour environ 4 mois. Elle n'est donc pas dans l'urgence. Trump, lui, il l'est. Il est vraiment dans l'urgence. Il a donc insisté fortement auprès de Xi Jinping pour qu'il utilise son influence à Téhéran afin d'obtenir un cessez-le-feu et une réouverture du détroit d'Ormuz. Sauf que la relation entre la Chine et l'Iran est complexe. Pékin entretient aussi de bonnes relations avec des États du Golfe, ce qui signifie qu'elle ne peut simplement pas dicter sa ligne à Téhéran, même si elle le voulait. Xi Jinping a une marge d'influence et non pas un levier absolu en fait. Sur le commerce, Trump cherche des succès rapides et visibles avant les élections de mi-mandat. De grands contrats sont sur la table, achat de Boeing, achat de produits agricoles américains, ouverture des marchés chinois aux entreprises de la délégation américaine et j'en passe. En échange, Pékin veut des droits d'importation plus bas et des contrôles d'exportation moins stricts sur les technologies de pointe, ce qui explique directement pourquoi est-ce que Jensen Huang de Nvidia était dans l'avion même du président. D'ailleurs, un premier résultat a déjà émergé. Des autorisations américaines ont été accordées pour que les entreprises chinoises comme Alibaba et Tencent puissent acheter des puces Nvidia H200. Bon, c'est un signal concret, mais c'est limité. Il n'y a pas eu une véritable percée commerciale, vraiment pas. Le scénario qui est arrivé, c'était une prolongation très fragile de la trêve commerciale avec la Chine qui espère surtout plus de prévisibilité dans les accords à venir. Sur Taïwan, Pékin est intransigeant. Il n'existe qu'une seule Chine. La Chine a posé 4 lignes rouges dont Taïwan est la principale. Et Xi Jinping a averti en direct lors des discussions. Ce qui a été dit publiquement le 14 mai, c'était que la Maison-Blanche a qualifié toutes ces discussions de bonnes. Les deux parties ont convenu que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire et le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Xi Jinping a invité Trump à lier la renaissance chinoise au Make America Great Again dans le cadre de partenariat. Ils ont insisté sur le mot partenariat et non pas rivaux. C'est la formule utilisée. Mais parce que la Chine sait exactement comment on pense l'Occident, ils ont aussi fait en sorte de continuer de soutenir l'Iran, bien évidemment. Donc la Chine, en même temps qu'il est en train de négocier avec les Américains, ont livré des armes à Téhéran pour que l'Iran puisse se défendre si jamais ça se passe mal. La Chine est aux côtés très concrètement de l'Iran ces dernières semaines. Les composants pour commencer. La Chine approvisionne des usines en Iran en dépit des sanctions américaines. Oui, c'est des informations qu'ont sorti le Wall Street Journal aujourd'hui. Effectivement, la Chine s'est spécialisée dans des livraisons avec des petits colis
et des faux étiquetages d'un certain nombre de matériel effectivement à double usage. Alors c'est du matériel électronique, c'est du matériel parfois chimique, et ce sont des matériels qui peuvent servir à tout simplement de la fabrication de certains composants militaires. Ce qui est très intéressant, c'est que les sociétés chinoises, ce sont des sociétés qui réussissent à contourner les sanctions américaines, parce qu'évidemment, il y a des sanctions américaines sur le matériel militaire à destination de l'Iran, mais ils contournent cette législation avec des sociétés qui sont à peine enregistrées au commerce, que personne ne voit sous les radars, des toutes petites sociétés. Par exemple, ce petit moteur, là, le moteur Limbach 550, c'est un moteur allemand. C'est un moteur de drone qui est utilisé notamment dans les drones Shahed. Et ce moteur, il arrive dans des pièces détachées, petits colis, faux étiquetage, et ça s'est vendu en Russie et en Iran, deux pays dans lesquels, évidemment, les Américains sanctionnent et interdisent, mais ça passe quand même. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il affirme ces tout derniers jours que la Chine fournit à l'Iran des composants pour la production de missiles. Mais il refuse d'aller beaucoup plus loin, Benjamin Netanyahou. Il dit, j'en dirai pas plus que ça, mais il dit la Chine donne un certain soutien, en particulier des composants de fabrication de missiles. Là encore, de quoi parle-t-on précisément ? Oui, c'est curieux d'ailleurs cette déclaration du Premier ministre israélien, comme s'il voulait à la fois dire quelque chose, mais pas en dire trop, peut-être aussi pour ne pas compliquer le voyage de Donald Trump en Chine, dont on parle en ce moment. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu 4 navires qui, depuis le début du conflit, des navires qui sont partis d'un tout petit port chinois, un port chimiquier, c'est de là que partent des composants chimiques dans le monde entier, s'appelle Gaolan. Et ces navires transportent un matériel très précis, c'est je vais essayer de bien le dire Amélie, du perchlorate de sodium, qui sert à fabriquer le propergol, ça on en a beaucoup parlé ici, le propergol c'est le combustible essentiel pour les missiles balistiques, les missiles à longue portée, et donc ceux qu'on voit ici. Si vraiment c'est le cas, c'est effectivement ce qui permettrait de confirmer ou de comprendre pourquoi est-ce que les Iraniens, malgré les frappes israéliennes et américaines, continuent à pouvoir fabriquer des missiles. Trump, de son côté, a quand même invité Xi Jinping à la Maison-Blanche le 24 septembre 2026. Mais derrière toutes ces formulations diplomatiques, la réalité du rapport de force est claire. Je pense qu'on l'a compris. Washington arrive avec des besoins urgents, c'est-à-dire une sortie de crise iranienne, des prix du pétrole qui doivent baisser, le calme sur les marchés financiers et ils veulent un succès politique avant novembre. Xi Jinping, lui, peut se poser en dirigeant d'un pays mieux préparé à une confrontation longue. Il n'est pas dans l'urgence. C'est littéralement lui qui avait toutes les meilleures cartes. Ce sommet ne change pas la contradiction de fond entre les deux puissances. Comme je vous l'ai dit, ils étaient en train de causer, mais les armes circulaient. Les États-Unis veulent conserver leur domination mondiale. La Chine poursuit son ordre mondial multilatéral multipolaire, où elle joue un rôle central. Et aucun accord signé à Pékin ne va résoudre ça. Ce que la Chine redoute à long terme, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. En gros, c'est quand une puissance dominante en déclin, qui, poussée par le désespoir, devient dangereuse et imprévisible. Les actions américaines en Iran, au Venezuela, le blocus de pétrole imposé à Cuba. Tout ça confirme aux yeux de Pékin que Washington fait désormais toujours en premier usage de la force et non pas du droit. Et un monde où la force prime sur le droit, c'est un monde par définition qui devient dangereux pour tout le monde. On arrive donc au 15 mai 2026 et Trump quitte Pékin. La délégation au complet, Rubio, Exet, Bessent, Krieg, Miller, Musk, Yuan, Tim Cook, Larry Fink, bref, tous partent à l'exception peut-être de quelques dirigeants qui restent là pour, parce qu'ils avaient peut-être des réunions ou des trucs avec d'autres entrepreneurs, vous voyez l'idée. Des images de reportages de CNN et d'autres médias montrent le départ officiel depuis l'aéroport avec la garde d'honneur chinoise. Donc, en dehors des quelques entrepreneurs restés, la délégation officielle est rentrée avec Trump. Et il y a une image qui a beaucoup fait parler. Lors de la montée vers le banquet d'État, Xi Jinping s'arrête, explique quelque chose à Trump et pose la main sur le dos de Trump pour l'aider à gravir les marches. Trump a 79 ans. Il apparaît très fatigué. Il était très fatigué. Il n'avait vraiment plus l'énergie pour monter ces marches-là. Les médias chinois, les réseaux sociaux et la presse internationale s'emparent immédiatement de la scène. En Chine, c'est littéralement du pain béni. Ça montre le leader chinois calme et maître des lieux face à un dirigeant américain très agité mais essoufflé. La personne qui a l'habitude de gueuler là, c'est le soft power visuel à l'état pur. En plus, c'est même pas fait exprès. Ce n'est pas anodin, toute la mise en scène de la visite, que ce soit du tapis rouge aux enfants avec les drapeaux, du temple du ciel au jardin privé de Zhongnanhai, ouvert exceptionnellement à Trump, tout ça projette une Chine qui reçoit en position de supériorité protocolaire un dirigeant américain venu avec des besoins urgents, avec des demandes, venu en commandant. Trump est quand même reparti en se vantant de quelques deals fantastiques. Côté commerce, les annonces américaines incluent l'achat par la Chine d'environ 200 avions Boeing avec des
les moteurs GE et un potentiel pouvant aller jusqu'à 750 appareils. On parle aussi de milliards de dollars d'achats agricoles que la Chine veut et potentiellement de l'énergie et du pétrole. Nous avons conclu beaucoup de bons accords commerciaux, notamment pour plus de 200 avions Boeing, avec une promesse de 750 appareils, ce qui sera de loin la plus grande commande de l'histoire, à condition qu'ils fassent du bon travail avec les 200 premiers, ce dont je ne doute pas. Et cela concerne aussi General Electric, pour les moteurs. Ils achètent les moteurs General Electric. Cela représente donc environ 400 à 450 moteurs et 200 avions, avec une promesse d'aller jusqu'à 750 si le travail est mené à bien. La création d'un mécanisme appelé Board of Trade a été évoquée. Ce qu'il faut noter, c'est que les détails officiels chinois restent très flous. Côté chinois, il y a peu de confirmations formelles au moment du départ de Trump. Beaucoup d'analystes voient donc dans ces annonces du théâtre calibré pour des victoires visibles avant les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre. Mais factuellement, il n'y a pas eu de percée structurelle sur les tarifs ou alors sur les technologies. Sur Taïwan, j'ai bien dit, Xi Jinping a été très ferme. Une seule Chine. Ligne rouge, risque de conflit ou de crash si c'est mal géré. Donc même les États-Unis, vraiment, ils n'ont pas voulu bavarder là-bas. Mais le président chinois a une autre priorité. Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan est la plus importante dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Si elle est bien gérée, la stabilité globale des relations bilatérales peut être maintenue. Si elle est mal gérée, les deux pays risquent de s'opposer, voire d'entrer en conflit. Un avertissement et des attentes très claires vis-à-vis des États-Unis. S'opposer officiellement à l'indépendance de l'île et cesser de lui vendre des armes. Trump a même évité un certain nombre de questions en public. La Chine n'a pas obtenu de concessions américaines formelles sur Taïwan, mais Trump n'a pas non plus durci la position américaine. Vraiment, ils savent que c'est un sujet sensible. Le ton global de la fin de la visite est cordial officiellement, mais officieusement, sachez que ça ne va pas pour Donald Trump, ça ne va vraiment pas. Il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait concrètement. Peut-être qu'il aura une petite victoire, parce qu'il a quand même fait le pas pour arriver en Chine. Mais c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.